Je m'appelle Brianna, j'ai 35 ans, et je n'aurais jamais pensé que la maison de mes rêves au bord d'un lac deviendrait un champ de bataille familial. Après avoir échappé à mon enfance chaotique, j'ai travaillé 80 heures par semaine dans le secteur de la technologie pour pouvoir m'offrir ce sanctuaire à 960 000 $. Ce dimanche matin a tout changé. Ma sœur, Amanda, est apparue à ma porte avec des valises. Nous emménageons lundi, a-t-elle souri. Papa a déjà donné son accord. J'ai attrapé mon téléphone au moment où mon système de sécurité a émis un signal. Mouvement détecté, intrusion enregistrée à ma porte arrière. Mon père et mes nièces étaient déjà en train d'entrer. Avant de continuer cette histoire, dites-moi d'où vous regardez dans les commentaires ci-dessous. Cliquez sur le bouton j'aime et abonnez-vous si vous avez déjà eu des membres de votre famille qui pensaient que vos limites n'étaient que des suggestions. En grandissant, notre foyer était toujours en désordre. Mes parents ont très tôt fait comprendre que ma sœur cadette, Amanda, était leur préférée. Tandis qu'elle recevait des vêtements neufs et les derniers jouets, je portais des vêtements d'occasion et j'ai appris à apprécier les livres de la bibliothèque comme forme de divertissement. Papa emmenait Amanda à la pêche le week-end pendant que je restais à la maison pour aider maman avec les corvées. Quand Noël arrivait, la pile de cadeaux sous le sapin penchait toujours lourdement en direction d'Amanda. Amanda est plus sensible, expliquait ma mère quand je remettais en question l'inégalité. Elle a besoin de plus de soutien. Mais ce schéma a continué bien au-delà de l'enfance. Quand le moment des inscriptions à l'université est arrivé, mes parents ont vidé leurs économies pour envoyer Amanda dans une prestigieuse université privée tout en me disant qu'une université locale de premier cycle serait plus pratique pour quelqu'un comme moi. Je n'en voulais pas à Amanda pour cela. Elle était tout autant le produit de l'éducation dysfonctionnelle de nos parents que moi. Mais je me suis promis que je créerais mon propre chemin. J'ai cumulé 3 emplois simultanément pour financer mes études à l'université locale, le matin dans un café, l'après-midi comme assistante étudiante au laboratoire d'informatique, et les week-ends comme serveuse dans un restaurant local. Je dormais à peine, mais mes notes n'en ont jamais souffert. Après 2 ans, j'avais économisé assez pour être transféré dans une université d'État où je me suis spécialisé en informatique. L'université a été difficile financièrement. Il y a eu des nuits où je survivais avec des nouilles instantanées et dormais dans la bibliothèque ouverte 24 heures sur 24 parce que mon appartement était trop froid quand je ne pouvais pas payer la facture de chauffage. Mais j'ai obtenu mon diplôme avec mention et une dette étudiante minimale, grâce aux bourses et à mon éthique de travail acharnée. Ma carrière dans la technologie a commencé tout en bas. J'étais développeuse junior dans une start-up qui n'avait pas les moyens de payer les tarifs du marché, mais l'expérience était inestimable. J'ai appris tout ce que je pouvais, travaillant tard tous les soirs, me portant volontaire pour les projets que personne ne voulait. Après 3 ans, j'ai décroché un poste dans une plus grande entreprise technologique avec un meilleur salaire. 5 ans plus tard, je dirigeais ma propre équipe. À 30 ans, j'avais fondé mon propre cabinet de conseil en logiciel. Le succès n'est pas venu du jour au lendemain. Il y a eu des projets qui ont échoué, des clients difficiles, et des mois où je n'étais pas sûr de pouvoir payer les salaires. Mais progressivement, ma réputation a grandi, et mon compte en banque aussi. La maison au bord du lac était mon rêve depuis l'âge de 12 ans. La famille de ma meilleure amie Lily m'avait emmené dans leur chalet au bord d'un lac un été, et je me souvenais de la paix que j'avais ressentie en regardant le coucher de soleil sur l'eau. Cette semaine-là a été le seul moment de mon enfance où je me souviens m'être senti vraiment détendu. Je me suis promis qu'un jour j'aurais mon propre endroit comme celui-là. Quand j'ai eu 34 ans, après des années à économiser et à investir prudemment, j'ai enfin eu assez pour un apport personnel sur une propriété au bord du lac. J'ai passé 6 mois à chercher jusqu'à ce que je trouve l'endroit parfait, un chalet en cèdre de 3 chambres avec de grandes fenêtres donnant sur l'eau, une terrasse panoramique, et un quai privé. À 960 000 $, cela poussait mon budget à sa limite absolue. Mais quand je me suis tenu sur cette terrasse pour la première fois, j'ai su que c'était pour cela que j'avais travaillé toute ma vie. La maison au bord du lac est devenue mon sanctuaire. Je l'ai meublée avec soin, économisant pour chaque pièce plutôt que de m'endetter. J'ai planté un jardin du côté sud, installé un foyer près du bord de l'eau, et acheté un petit bateau que j'ai appris à manœuvrer moi-même. Chaque coin de cette maison représentait mon travail acharné et ma détermination. C'était le premier endroit qui était vraiment à moi, sans compromis, sans sacrifice pour les autres. Ma relation avec ma famille est restée tendue mais civile pendant ces années. Nous échangions des cadeaux d'anniversaire et de Noël, nous appelions occasionnellement, et je leur rendais visite pour les grandes fêtes.
Ils étaient au courant de mon succès mais semblaient le considérer comme un coup de chance plutôt que le résultat de mon travail acharné. Amanda avait épousé son petit ami de l'université, Jacques, juste après l'obtention de son diplôme, avait eu des filles jumelles, et avait emménagé dans une jolie maison de banlieue que nos parents les avaient aidés à acheter. Au cours de l'année écoulée, j'avais fait plus d'efforts pour reconstruire ma relation avec Amanda. Le temps et la distance avaient adouci une partie de mon ressentiment, et je voulais sincèrement avoir une relation avec mes nièces, qui avaient maintenant 7 ans. Nous avions commencé à avoir des dîners mensuels, et je les avais invitées à la maison au bord du lac 2 fois pour des visites de week-end qui s'étaient étonnamment bien passées. Je pensais que nous progressions vers une relation d'adulte plus saine. Je ne savais pas que ces visites n'étaient pas seulement des moments de rapprochement familial. C'étaient des missions de reconnaissance. Ce dimanche matin avait commencé comme n'importe quel autre. Je me suis levé tôt, j'ai fait du café, et je l'ai emporté sur la terrasse pour regarder le lever du soleil sur le lac. L'eau était calme, reflétant parfaitement le ciel rose et orange. Un héron bleu se tenait immobile près de mon quai, à l'affût des poissons. Ces moments de quiétude étaient ce que j'aimais le plus dans ma maison au bord du lac. J'étais encore en robe de chambre quand j'ai entendu des pneus sur l'allée de gravier. Curieuse, j'ai contourné la maison pour voir un véhicule utilitaire sport familier se garer à côté de ma voiture. Amanda et Jacques en sont sortis. Mais ce qui m'a surprise, c'est la remorque attelée à leur véhicule, chargée de meubles et de boîtes recouverts de bâches. « Bonjour, Brie », a lancé Amanda joyeusement, comme si débarquer à l'improviste avec ce qui semblait être toutes leurs affaires était parfaitement normal. « Désolé, nous sommes en avance, mais les filles étaient trop excitées pour attendre. » Je suis resté figé sur les marches de mon perron, ma tasse de café à la main, tandis que mes nièces sortaient de la banquette arrière et couraient vers moi. « Tante Brianna, on va pouvoir vivre avec toi maintenant », a crié Emma, 7 ans, en jetant ses bras autour de ma taille. « Quoi ?» J'ai regardé Amanda avec confusion. De quoi parle-t-elle? Le sourire d'Amanda s'est élargi alors qu'elle s'approchait, Jacques la suivant, l'air mal à l'aise. « Nous emménageons lundi », a-t-elle souri. Papa a déjà donné son accord. Nous sommes si excités de commencer notre vie au bord du lac. J'ai eu l'impression d'avoir été aspergé d'eau glacée. Amanda, de quoi parles-tu? Personne ne peut autoriser des gens à emménager dans ma maison à part moi. Son sourire a légèrement vacillé, mais elle a continué comme si j'avais mal compris quelque chose de simple. Eh bien, papa a dit que ça ne poserait pas de problème. La maison est assez grande pour nous tous. De plus, la famille s'entraide. Jacques a perdu son emploi au cabinet le mois dernier, et les filles ont besoin d'un environnement familial stable. Jacques évitait mon regard, traînant les pieds sur le gravier. C'était la première fois que j'entendais parler de la perte de son emploi. Je suis désolé pour l'emploi de Jacques, ai-je dit prudemment. Mais cela ne veut pas dire que vous pouvez emménager dans ma maison. Ce n'est pas une propriété familiale. Je l'ai achetée avec mon propre argent. L'expression d'Amanda s'est durcie. Ne sois pas égoïste, Brie. Tu as 3 chambres et tu vis ici toute seule. Pourquoi as-tu besoin de tout cet espace de toute façon? Ce n'est pas comme si tu avais ta propre famille. La cruauté désinvolte de cette déclaration m'a frappé comme une gifle. J'avais choisi de me concentrer sur ma carrière plutôt que sur les rencontres amoureuses, mais Amanda savait que j'avais toujours voulu des enfants un jour. Elle utilisait mon statut de célibataire contre moi. Mon statut relationnel n'a rien à voir avec qui vit dans ma maison, ai-je répondu, luttant pour garder ma voix calme. Je suis désolé pour votre situation, mais vous ne pouvez pas emménager ici. Vous auriez dû en discuter avec moi avant de faire des plans. Nous en avons discuté, a insisté Amanda. Nous en avons parlé avec maman et papa la semaine dernière, et ils ont convenu que c'était la solution parfaite. Papa a dit que tu comprendrais une fois qu'on t'aurait expliqué. Pourquoi papa aurait-il son mot à dire sur qui vit dans ma maison, ai-je demandé, de plus en plus frustré. Amanda a levé les yeux au ciel comme si j'étais délibérément obtuse. Parce que c'est une propriété familiale, Brie. C'est comme ça que ça marche. Quand l'un de nous a quelque chose, nous le partageons avec les autres. Tu as toujours été si bizarre avec tes affaires. Tu te souviens comment tu ne me laissais jamais emprunter tes vêtements au lycée? Je ne pouvais pas croire qu'elle comparait ma maison au bord du lac au partage de vêtements d'adolescents. Amanda, ce n'est pas un pull. C'est ma maison que j'ai payée. Près d'1 million de dollars que j'ai gagné moi-même. Jacques a finalement pris la parole, sa voix basse.
Je lui ai dit qu'on aurait dû te demander directement d'abord, Brianna. Ce n'était pas mon idée. Amanda lui a lancé un regard furieux. Ne recommence pas avec ça, Jacques. Nous en avons déjà discuté. C'est la solution la plus pratique pour tout le monde. Je devais reprendre le contrôle de cette situation. Écoutez, je suis heureuse de vous aider à organiser vos finances ou votre recherche d'emploi, mais vous ne pouvez pas emménager ici. C'est définitif. Le visage d'Amanda a rougi de colère. Tu te crois toujours meilleur que nous juste parce que tu gagnes plus d'argent. Eh bien, devine quoi? Certaines choses sont plus importantes que l'argent, comme la famille, quelque chose que tu ne comprends clairement pas. Cela n'a rien à voir avec qui est meilleur, ai-je dit. Il s'agit de respecter les limites et de ne pas faire de suppositions sur ma propriété. Avant qu'Amanda ne puisse répondre, mon téléphone a sonné. C'était notre père. Amanda a souri d'un air suffisant comme si son appel prouvait ce qu'elle disait. Tu vois, papa veut s'assurer que tout se passe bien avec le déménagement. J'ai répondu au téléphone, m'éloignant de quelques pas du groupe. Brianna. La voix de mon père a retenti dans le haut-parleur. Ta sœur est déjà là? Ta mère veut savoir s'ils ont besoin d'aide pour décharger. Papa, ai-je dit fermement. As-tu dit à Amanda qu'elle pouvait emménager avec sa famille dans ma maison? Bien sûr que oui, a-t-il répondu nonchalamment. C'est la solution parfaite à leur situation. Jacques traverse une mauvaise passe et tu as tout cet espace. À quoi sert la famille si ce n'est pour s'entraider? Papa, c'est ma maison que j'ai payée. Tu n'as pas l'autorité de dire aux gens qu'ils peuvent vivre ici. Il y a eu une pause au bout du fil. Allons, Brianna, ne sois pas difficile. Ta sœur a des enfants à charge. Tu es égoïste. L'accusation familière a touché un point sensible. Tout au long de mon enfance, chaque fois que je ne donnais pas à Amanda ce qu'elle voulait, j'étais qualifié d'égoïste. C'était leur outil préféré pour me manipuler afin que je me soumette. Je ne suis pas égoïste en voulant vivre dans ma propre maison sans colocataires inattendus, ai-je dit. Amanda et Jacques doivent trouver leur propre solution. Je suis prête à aider, mais pas comme ça. Ta mère et moi sommes très déçus de toi, a-t-il dit. Nous t'avons mieux élevé que cela. Pendant que nous nous disputions, j'ai remarqué qu'Amanda s'était dirigée vers le côté de la maison, téléphone à la main, gesticulant comme pour donner des instructions à quelqu'un. Cela n'allait pas être une conversation facile, et j'avais le sentiment que ça allait empirer. La dispute avec mon père a continué, sa voix devenant de plus en plus sévère à chaque minute qui passait. C'était un ton que je reconnaissais de mon enfance, celui qui précédait les punitions et la révocation des privilèges. Sauf que je n'étais plus une enfant, et il ne pouvait pas me punir pour ne pas avoir obéi à ses exigences. Brianna, c'est ce que font les familles, a-t-il insisté. Quand j'étais jeune, mon oncle a emménagé avec nous pendant 3 ans après son divorce. Mes parents ne se sont jamais plaints une seule fois. C'était leur choix, ai-je répondu. On ne leur a pas dit après coup que quelqu'un avait déjà décidé pour eux. Tu as toujours été difficile quand il s'agissait de partager, a-t-il soupiré de façon dramatique. Ta mère et moi sommes préoccupés par ton incapacité à penser aux autres. Ce succès t'a changé, et pas pour le mieux. L'ironie ne m'a pas échappé. Mes parents n'avaient jamais soutenu mes ambitions, n'avaient jamais contribué d'un centime à mon éducation, n'avaient même jamais visité mon bureau quand j'ai démarré mon entreprise. Maintenant que j'avais quelque chose de valeur, soudainement ils étaient intéressés par le partage. Papa, je dois y aller, ai-je dit finalement. Amanda est ici et nous devons régler ça. Il n'y a rien à régler, a-t-il répondu. Ta sœur a besoin d'un endroit où rester. Tu as de la place. Fin de la discussion. Il a raccroché avant que je puisse répondre, une tactique qu'il avait utilisée toute ma vie chaque fois qu'il voulait avoir le dernier mot. Quand je me suis retourné vers l'allée, Amanda supervisait Jacques alors qu'il détachait la bâche couvrant leurs affaires. Arrêtez de déballer, ai-je crié. Vous n'emménagez pas, Amanda. J'ai besoin que tu comprennes ça. Elle a croisé les bras d'un air de défi. Papa vient de me dire de continuer. Il a dit que tu te rangerais à son avis une fois que tu aurais eu le temps d'y réfléchir. J'ai pris une profonde inspiration, essayant de garder mon sang-froid. Ce n'est pas la décision de papa. C'est ma maison, mon nom sur le prêt immobilier, ma responsabilité. Je suis désolé pour votre situation, mais ce n'est pas la solution. Comme par hasard,
une autre voiture est entrée dans l'allée. Ma mère est sortie du côté conducteur, une expression déterminée sur le visage. Mon père était assis sur le siège passager, parlant avec animation au téléphone. Timing parfait, a marmonné Amanda. Maman te fera entendre raison. Alors que ma mère s'approchait, des souvenirs ont afflué de toute ma vie. Elle avait toujours été la médiatrice dans les conflits familiaux, ce qui signifiait inévitablement me persuader de céder à tout ce qu'Amanda voulait. Sa version du compromis était que je cède complètement. Brianna, a-t-elle commencé de sa voix la plus raisonnable. Asseyons-nous tous et discutons de cela calmement. Il n'y a pas besoin de faire de drame. Il n'y a rien à discuter, ai-je répondu fermement. Je ne vais pas laisser des membres de ma famille emménager dans ma maison sans ma permission. Ce n'est pas un point négociable. Ma mère a pincé les lèvres. Nous te demandons juste d'aider ta sœur pendant une période difficile. Est-ce vraiment trop demandé après tout ce que nous avons fait pour toi? La question m'a prise au dépourvu. Qu'avez-vous fait exactement pour moi, maman? Vous n'avez pas aidé pour l'université. Vous n'avez pas aidé pour mon entreprise. Vous n'avez même pas aidé avec l'apport personnel pour cette maison. Nous t'avons élevé, a-t-elle répondu avec indignation. Nous t'avons mis un toit sur la tête et de la nourriture sur la table. C'est plus que ce que beaucoup d'enfants reçoivent. C'est le strict minimum de la responsabilité parentale, ai-je contré. Et j'en suis reconnaissante, mais cela ne vous donne pas le droit de donner ma maison à d'autres personnes. À ce moment-là, mon père nous avait rejoints, le visage rouge de colère. Il ne s'agit pas de donner ta maison. Il s'agit de partager temporairement avec ta famille. À quel point temporairement, ai-je demandé, adressant la question à Amanda. Elle a jeté un coup d'œil à Jacques avant de répondre. Eh bien, jusqu'à ce que Jacques trouve un nouveau poste et que nous nous remettions sur pied financièrement. Peut-être 1 an, voire 2. Je l'ai regardé avec incrédulité. 2 ans? Et aviez-vous l'intention de contribuer au prêt immobilier ou aux charges pendant cette période? Amanda a eu la décence d'avoir l'air légèrement embarrassée. Eh bien, nous pensions que comme tu peux te permettre les paiements de toute façon, et que nous essayons de refaire nos économies. La situation devenait de plus en plus claire. Donc, vous vous attendiez à vivre ici entièrement gratuitement pendant jusqu'à 2 ans. Et votre propre maison? Ne pourriez-vous pas la louer pour avoir un revenu? Amanda et mes parents ont échangé des regards qui ont déclenché des signaux d'alarme dans mon esprit. Nous avons déjà donné notre préavis pour notre appartement la semaine dernière, a admis Jacques tranquillement. Le propriétaire a déjà trouvé de nouveaux locataires qui emménagent demain. Vous avez quitté votre logement avant même de m'en parler? J'étais abasourdi par leur présomption. Nous savions que tu dirais oui, une fois que nous aurions expliqué, a dit Amanda sur la défensive. Tu as tout cet espace et tu n'es même jamais ici pendant la semaine quand tu travailles en ville. Cette révélation était encore plus dérangeante. Comment connais-tu mon emploi du temps hebdomadaire? Personne n'a répondu, mais les regards coupables m'ont dit tout ce que j'avais besoin de savoir. Ils avaient surveillé mes allées et venues, planifiant cette embuscade depuis un certain temps. Cette discussion est terminée, ai-je dit fermement. Je suis désolé pour votre situation de logement, mais ce n'est pas la solution. Vous devez trouver un autre endroit où rester. Où sommes-nous censés aller d'ici demain? La voix d'Amanda s'est élevée, ses yeux se remplissant de larmes. Les filles ont école lundi. Vas-tu vraiment rendre tes nièces sans abri? Ne me mets pas ça sur le dos, ai-je répondu. Vous avez créé cette situation en supposant que vous pouviez emménager dans la maison de quelqu'un d'autre sans permission. Ce n'est pas ma responsabilité de régler ça. Espèce de sans-cœur, égoïste, a commencé mon père avant que ma mère ne touche son bras pour le faire taire. Brianna, a réessayé ma mère, sa voix mielleuse. Pourquoi n'irions-nous pas tous à l'intérieur pour discuter de cela autour d'un café? Je suis sûr que nous pouvons trouver un compromis qui convienne à tout le monde. Avant que je puisse répondre, mon téléphone a sonné avec une notification. Le système de sécurité que j'avais installé après avoir acheté la maison au bord du lac détectait un mouvement à ma porte arrière. J'ai ouvert l'application pour voir une vidéo en direct de mes nièces courant sur la terrasse arrière avec mon père les suivant, portant des boîtes. Qu'est-ce que c'est que ça? J'ai brandi mon téléphone, leur montrant la vidéo. Êtes-vous sérieusement en train d'essayer d'emménager par la porte de derrière pendant que nous nous disputons à l'avant? Ma mère a au moins eu la décence d'avoir l'air embarrassée. Les filles étaient juste excitées de voir le lac.
Ton père apporte probablement juste quelques-uns de leurs jouets. J'avais atteint ma limite. Tout le monde doit partir maintenant. Nous pourrons discuter de cela quand vous serez prêt à avoir une conversation honnête sur les limites et le respect. Tu ne peux pas simplement nous mettre dehors, a protesté Amanda. Où sommes-nous censés aller? Toutes nos affaires sont emballées. C'est un problème que vous avez créé, ai-je répondu, ma patience complètement épuisée. Vous pouvez rester chez maman et papa ce soir et réfléchir à vos prochaines étapes. Notre maison est trop petite, a rapidement objecté ma mère. Nous n'avons pas de place pour 4 personnes supplémentaires. Mais vous pensiez que ma maison était parfaite pour 6 personnes au total, ai-je demandé, incrédule. Cette situation est absurde. Pendant que nous nous disputions, Jacques s'est approché de moi avec prudence. Brianna, je veux que tu saches que j'ai essayé de leur dire que ce n'était pas la bonne approche. J'ai suggéré que nous demandions si nous pouvions louer ta chambre d'amis pour quelques mois pendant que je cherche un emploi, mais, il s'est interrompu, jetant un coup d'œil à Amanda. Mais ma sœur et mes parents ont décidé qu'il serait préférable de le présenter comme un fait accompli plutôt que de me respecter suffisamment pour demander, ai-je terminé pour lui? Jacques a légèrement hoché la tête, s'attirant un regard furieux d'Amanda. N'ose pas te ranger de son côté, Jacques, a-t-elle lancé sèchement. Nous sommes dans cette situation parce que tu as perdu ton emploi. Tu te souviens. La blessure sur le visage de Jacques était évidente, et pendant un instant, j'ai eu pitié de lui. Il semblait pris entre le sentiment de droit de sa femme et son propre sens du bien et du mal. J'ai besoin que vous partiez tous maintenant, ai-je déclaré fermement. Prenez vos boîtes, prenez les filles, et partez. Nous pourrons parler demain quand tout le monde se sera calmé. Mais comme j'allais bientôt le découvrir, la situation était sur le point de s'aggraver considérablement. Alors que je faisais face à ma famille dans l'allée, mon téléphone a de nouveau vibré avec une autre alerte de sécurité. J'ai baissé les yeux pour voir plus de mouvements détectés à la porte arrière. Cette fois, la caméra montrait les filles d'Amanda, Emma et Lily, essayant de regarder par les fenêtres pendant que mon père se tenait à proximité avec d'autres boîtes. Papa essaie toujours de déplacer des choses sur ma terrasse, ai-je dit, brandissant mon téléphone pour leur montrer la vidéo. Il faut que ça s'arrête tout de suite. Sans attendre de réponse, j'ai marché rapidement sur le côté de la maison en direction de la terrasse arrière. Quand je suis arrivé, j'ai trouvé non pas quelques jouets, comme ma mère l'avait prétendu, mais des piles de boîtes étiquetées, cuisine, vêtements des filles, et bureau d'Amanda. Mon père expliquait aux filles où irait leur lit une fois qu'ils auraient déplacé les meubles inutiles des chambres d'amis. Papa, ai-je appelé sèchement. Qu'est-ce que tu fais? Je viens de vous dire à tous que cela n'arrivera pas. Il s'est retourné, n'ayant pas l'air le moins du monde honteux. Les filles sont excitées par leur nouvelle chambre avec vue sur le lac. Il n'y a aucune raison de les décevoir parce que tu es têtu. J'ai remarqué qu'Emma chuchotait quelque chose à Lily, qui a hoché la tête avec enthousiasme. Papa a dit qu'on pourrait même avoir un chiot maintenant qu'on aura un jardin, m'a informé Emma avec une excitation innocente. J'ai regardé mon père, incrédule. Tu leur as promis un chien aussi, dans ma maison, sans même me le demander? Les enfants ont besoin d'animaux de compagnie, a-t-il répondu d'un ton dédaigneux. De plus, cet endroit est parfait pour un chien. Tout cet espace extérieur qui se perd. La manière désinvolte avec laquelle il discutait d'apporter des changements majeurs à ma maison et à mon style de vie sans ma contribution était exaspérante, comme si j'étais une non-entité dans ma propre vie, un personnage secondaire dans le drame familial plutôt que la propriétaire de cette propriété. À ce moment-là, Amanda, Jacques et ma mère nous avaient rejoints sur la terrasse. La chambre côté lac reçoit le soleil du matin, disait Amanda à Jacques, en montrant à travers les fenêtres. Je pensais que nous pourrions prendre celle-là et laisser aux filles la chambre avec les étagères intégrées. Arrêtez, ai-je interrompu bruyamment. Arrêtez de faire des plans pour ma maison. Personne n'emménage ici. Personne n'aura de nouvelles chambres. Et absolument personne n'aura de chiot. Le visage d'Emma s'est décomposé à ces mots et elle a commencé à pleurer. Amanda s'est immédiatement agenouillée à côté d'elle, me lançant un regard accusateur. C'est bon, ma chérie. Tante Brianna passe juste une mauvaise journée. Elle ne le pense pas vraiment. Si, je le pense absolument, ai-je insisté, bien que j'ai adouci mon ton pour le bien de ma nièce. Emma, je suis désolé, mais tes parents n'auraient pas dû te promettre des choses sans m'en parler d'abord. Mais papy a dit que tu serais contente de partager, a ajouté Lily, l'air confuse.
Il a dit que comme tu es toute seule, tu as besoin de compagnie. Je me suis tourné vers mon père, la fureur montant en moi. Depuis combien de temps planifiez-vous cela? Et que leur avez-vous dit d'autre? Son expression était sans remords. Nous en discutons depuis quelques mois, depuis que Jacques a perdu son poste. C'est parfaitement logique. Ta sœur a une famille à soutenir. Tu as de l'espace en plus. La solution est évidente. Quelques mois, ai-je répété, abasourdi. Et il ne vous est jamais venu à l'esprit de m'inclure dans ces discussions sur ma propre maison. Nous savions que tu réfléchirais trop, a expliqué ma mère, comme si cela justifiait tout. Tu rends toujours les choses plus compliquées qu'elles ne le doivent. Je devais comprendre toute l'étendue de leur présomption. Qu'avez-vous planifié d'autre sans me le dire? Mon père et ma mère ont échangé des regards, mais Amanda a répondu avant qu'ils ne le puissent. Nous avons déjà parlé à la famille élargie de notre déménagement au bord du lac. Tante Suzanne prévoit de nous rendre visite ici pour Thanksgiving. Vous avez dit à tout le monde que vous viviez ici avant même de me le demander? Chaque révélation était pire que la précédente. Jacques avait l'air de plus en plus mal à l'aise. Amanda a aussi, eh bien, elle a peut-être publié quelques photos sur les réseaux sociaux à propos de notre déménagement excitant dans notre maison familiale au bord du lac. J'ai sorti mon téléphone et j'ai rapidement trouvé le profil d'Amanda. Effectivement, il y avait plusieurs publications récentes avec des photos de ma maison et des légendes comme « Notre nouveau départ sur la propriété familiale au bord du lac » et « Tellement béni de joindre nos forces à celles de ma sœur pour une vie au bord du lac ». Les publications avaient des dizaines de commentaires de félicitations d'amis et de membres de la famille. Propriété familiale au bord du lac, ai-je lu à voix haute. C'est ma maison. Je l'ai achetée avec mon argent, de mon entreprise que j'ai bâtie sans aucune aide de votre part. Eh bien, techniquement, nous sommes tous de la même famille, a dit ma mère d'une voix apaisante. Donc, d'une certaine manière, c'est une propriété familiale. J'étais sans voix. Le niveau de sentiment de droit était stupéfiant. Il y a autre chose que tu devrais savoir, a dit Jacques tranquillement, ignorant le regard d'avertissement d'Amanda. Tes parents ont dit à Amanda que... Eh bien, que tu finirais par laisser la maison à ses enfants de toute façon, puisque tu n'as pas d'enfants. Ils ont suggéré que cet arrangement ne ferait qu'accélérer les choses. Le sang a quitté mon visage alors que je me tournais vers mes parents. Vous leur avez dit qu'il hériterait de ma maison. C'est pour ça que vous pensez que c'est acceptable? Mon père s'est éclairci la gorge. C'est juste du bon sens, Brianna. Les propriétés familiales devraient rester dans la lignée familiale. Comme tu n'as pas d'enfants, naturellement, les filles de ta sœur hériteraient. C'est l'arrangement logique. J'ai 35 ans, me suis-je exclamé. Je pourrais encore avoir des enfants. Je pourrais laisser ma propriété à qui je veux. Et plus important encore, je ne vais pas mourir de sitôt, donc discuter de mon héritage est complètement inapproprié. Ne sois pas dramatique, a soupiré ma mère. Personne ne parle de ta mort. Nous sommes juste pragmatiques à propos des biens familiaux. J'ai remarqué que plusieurs de mes voisins étaient sortis sur leur terrasse, observant le drame qui se déroulait avec un intérêt non dissimulé. C'était humiliant en plus d'être exaspérant. Maman a publié dans notre discussion de groupe familial que nous organisions une pendaison de crémaillère le week-end prochain, a ajouté Amanda, apparemment inconsciente de la manière dont chaque révélation empirait les choses. Juste la famille proche et quelques voisins pour qu'ils puissent nous rencontrer. Une pendaison de crémaillère pour une maison où vous ne vivez pas et ne vivrez jamais? Je criais presque maintenant. L'expression d'Amanda s'est durcie, et finalement la façade de raisonnabilité est tombée complètement. Tu ne mérites pas cette maison de toute façon, a-t-elle lancé sèchement. Tu ne l'as que parce que tu as toujours été égoïste et que tu as mis ta carrière avant tes relations. Certains d'entre nous ont choisi la famille plutôt que l'argent. Mais cela ne veut pas dire que nous devrions être punis avec un minuscule appartement pendant que tu as tout ça. La vérité était là. La vérité sous toute la manipulation et la présomption. Dans leur esprit, mon succès était immérité. Ma propriété avait été obtenue injustement, et par conséquent, ils avaient tout à fait le droit de la réclamer pour eux-mêmes. Sortez, ai-je dit doucement, ma voix tremblant de rage contenue. Vous tous, prenez vos boîtes, prenez les filles, et quittez ma propriété tout de suite. Brianna, a commencé ma mère, mais je l'ai interrompue. Maintenant. Ou j'appelle la police et je vous signale pour violation de propriété.
Le choc sur leur visage aurait pu être satisfaisant dans d'autres circonstances. Ils ne m'avaient jamais entendu leur parler de cette manière auparavant. J'avais toujours été la pacificatrice, celle qui cédait pour maintenir l'harmonie. Plus maintenant. Alors qu'ils commençaient à rassembler à contre-cœur les boîtes qu'ils avaient déjà déchargées, je suis resté là à regarder, les bras croisés, m'assurant qu'ils partaient vraiment plutôt que d'essayer de m'avoir à l'usure. La trahison que je ressentais était profonde. Il ne s'agissait pas seulement d'une maison. Il s'agissait de respect, de limites, et de la douloureuse prise de conscience que ma famille me considérait comme rien de plus qu'une ressource à exploiter. Quand ils sont finalement partis en voiture, les derniers mots de mon père ont été « Nous t'appellerons quand tu te seras calmé et que tu seras prête à être raisonnable ». J'ai regardé leur voiture disparaître sur la route, puis je me suis retourné vers ma maison vide. Le sanctuaire pour lequel j'avais tant travaillé me semblait soudainement souillé par leur présomption et leur sentiment de droit. Je ne savais pas encore que le pire était à venir. Après le départ de ma famille, je me suis effondré sur mon canapé, tremblante d'adrénaline et d'émotion. La magnifique vue sur le lac qui m'apportait habituellement tant de paix semblait maintenant éclipsée par la laideur de la confrontation. Je me sentais violé, comme si la sainteté de ma maison durement gagnée avait été profanée par leur sentiment de droit. J'ai appelé ma meilleure amie Lily, qui avait été mon rock depuis nos années d'université. « Ils ont fait quoi ?» s'est-elle exclamée après que je lui ai expliqué la situation. « Ne bouge pas. J'arrive. Cela nécessite du vin et un soutien en personne. » En attendant l'arrivée de Lily, j'ai erré dans ma maison, la voyant avec de nouveaux yeux. Dans la chambre d'amis, j'ai remarqué des éraflures sur le mur où mon père avait apparemment pris des mesures pour des meubles. Dans mon bureau, les tiroirs étaient légèrement entr'ouverts, comme si quelqu'un avait fouillé dans mes affaires. La prise de conscience qu'ils avaient examiné ma maison comme s'ils effectuaient une visite immobilière m'a rendu physiquement malade. Ma famille m'avait-elle toujours vu de cette façon, comme quelqu'un dont les limites n'avaient pas d'importance, dont le travail acharné était sans pertinence, dont la maison même pouvait être réclamée par d'autres sur un coup de tête? Plus j'y pensais, plus des exemples de toute ma vie me revenaient en mémoire. Quand j'avais 12 ans, mes parents avaient donné mon vélo à Amanda parce qu'elle en avait plus besoin, bien que j'ai économisé mon argent de poche pendant des mois pour l'acheter. Au lycée, ils avaient prêté ma voiture sans me le demander pour conduire Amanda et ses amis au centre commercial. À l'université, ils avaient donné ma chambre à Amanda, déplaçant de manière permanente mes affaires restantes au sous-sol sans m'en avertir. Le schéma était clair, et il allait bien au-delà de la dynamique fraternelle normale. Ma propriété, mon espace, mes limites n'avaient jamais été respectées. J'avais été conditionné depuis l'enfance à céder aux désirs et aux besoins d'Amanda, au point que maintenant il ne pouvait vraiment pas comprendre pourquoi je ne renoncerais pas à ma maison. Quand Lily est arrivée, elle m'a trouvé assise par terre dans la cuisine, des larmes coulant sur mon visage. « Oh, ma chérie » a-t-elle dit, posant le vin et me prenant dans ses bras. « Je suis tellement désolé. Ce qu'ils ont fait est plus qu'inapproprié. » Au cours des heures suivantes, Lily a écouté pendant que je déversais tout ce que ma famille avait dit et fait. Son indignation en mon nom était une validation. Je ne réagissais pas de manière excessive. Ce n'était pas un comportement familial normal. « As-tu vérifié s'ils ont fait des copies de tes clés de maison lors de leur visite précédente ?» a soudainement demandé Lily. « S'ils planifient cela depuis des mois, cela ne m'étonnerait pas de leur part. » L'idée ne m'était pas venue à l'esprit. Je me suis précipité vers l'application du système de sécurité sur mon téléphone et j'ai examiné les enregistrements des dernières semaines. Effectivement, il y avait Amanda, il y a 2 semaines, examinant mes clés de maison pendant que j'étais dans la salle de bain. Un autre clip montrait mon père sur ma terrasse quand je n'étais pas à la maison, semblant tester si la porte coulissante était verrouillée. Ils sont venus ici quand je ne suis pas à la maison, ai-je réalisé avec une horreur croissante. Les journaux du système de sécurité montrent plusieurs entrées avec la clé de secours que je garde cachée pour les urgences. Fais changer tes serrures dès demain matin, a conseillé Lily. Et vérifie le reste des enregistrements de sécurité. Tu dois savoir exactement ce qu'ils ont fait. Des preuves plus troublantes ont émergé alors que nous examinions des semaines d'enregistrement. Ma famille s'était offert une visite complète de ma maison pendant que j'étais au travail en ville. Ils avaient ouvert les placards, mesuré les pièces, et même fait venir un décorateur d'intérieur un jour. Ma mère avait photographié mes biens, prenant des notes sur les objets qui resteraient et ceux qui devraient partir, pour faire de la place. Le plus dérangeant de tout,
j'ai trouvé un courriel de l'école primaire locale dans mon dossier de pourriel confirmant les documents d'inscription pour Emma et Lily. Le courriel me remerciait d'avoir inscrit les filles et notait qu'en tant que leur tante et co-tutrice, je devrais fournir des documents supplémentaires lors de la journée d'orientation. Ils ont inscrit les filles à l'école ici? Lily était incrédule. En utilisant ton nom? C'est une usurpation d'identité. Au matin, mon choc s'était transformé en une résolution froide et claire. J'ai appelé un serrurier qui est arrivé rapidement et a changé toutes les serrures de la maison. J'ai également contacté un avocat spécialisé dans les litiges immobiliers et le droit de la famille. D'après ce que vous m'avez dit, a déclaré l'avocat lors de notre consultation, votre famille n'a aucun droit légal sur votre propriété. Cependant, leurs actions suggèrent qu'ils pourraient essayer d'autres tactiques pour vous faire pression. Je recommande d'envoyer une lettre de mise en demeure formelle concernant l'entrée non autorisée et les fausses déclarations sur la propriété. J'ai accepté, et en quelques heures, l'avocat avait rédigé une lettre au ton ferme établissant des limites claires. Pas de visites inopinées, pas de revendications sur les arrangements de vie, pas de discussion sur l'héritage. La lettre a été livrée au domicile de mes parents par coursier le même jour. Ensuite, j'ai appelé ma thérapeute et j'ai pris un rendez-vous d'urgence. Je voyais le docteur Marshall depuis des années pour travailler sur mes problèmes d'enfance, mais cette situation nécessitait une attention immédiate. Ce que vous décrivez est une violation importante des limites, a confirmé le docteur Marshall lors de notre séance. Votre réaction émotionnelle est tout à fait justifiée. L'important maintenant est de déterminer comment vous voulez gérer cela à l'avenir. Je ne sais pas si je peux avoir une relation avec eux après ça, ai-je admis. Le niveau de manque de respect est stupéfiant. Vous n'avez pas besoin de prendre cette décision tout de suite, m'a-t-elle assuré. Concentrez-vous d'abord sur l'établissement de limites fermes. La nature de votre relation future pourra évoluer en fonction de la manière dont ils respecteront ces limites. Ce soir-là, les appels de la famille élargie ont commencé. D'abord tante Suzanne, exprimant son inquiétude quant au malentendu avec les arrangements de la maison au bord du lac. Puis, oncle Robert a appelé pour me rappeler les obligations familiales. Ma cousine Jennifer a envoyé un texto pour dire qu'elle était déçue de mon attitude égoïste. Il est devenu clair que mes parents et Amanda avaient répandu leur version des événements dans toute la famille, me présentant comme la méchante qui refusait un abri à la famille de sa pauvre sœur par pur égoïsme. La goutte d'eau a été lorsque j'ai reçu un courriel d'Amanda avec pour objet un compromis raisonnable. À l'intérieur se trouvait une proposition détaillée sur la façon dont nous partagerions la maison au bord du lac. Elle et Jacques occuperaient la chambre principale car ils avaient besoin de la salle de bain attenante pour les filles. Je déménagerais dans la plus petite chambre, qui serait parfaitement adéquate pour une personne. Ils auraient besoin d'utiliser les principaux espaces de vie pendant les heures familiales, mais je pourrais avoir du temps privé le soir après 21h, une fois les filles au lit. Le courriel se terminait par « Nous sommes prêts à contribuer à hauteur de $200 par mois pour les charges une fois que Jacques aura trouvé un emploi, ce qui prouve que nous faisons plus de la moitié du chemin. Maman et papa sont d'accord que c'est extrêmement généreux de notre part. » Quelque chose en moi a cédé. L'audace, le sentiment de droit, le mépris total du fait que c'était ma maison pour laquelle j'avais travaillé toute ma vie. $200 pour les charges dans une maison au bord du lac à $960 000 que j'avais payé entièrement moi-même était leur idée de la générosité. J'ai transféré le courriel à mon avocat avec un message laconique, je veux la réponse juridique la plus forte possible à cela. Puis j'ai fait quelque chose que je n'avais jamais fait auparavant. J'ai bloqué les numéros de mes parents et d'Amanda sur mon téléphone. Je les ai bloqués sur les réseaux sociaux. J'ai configuré des filtres de messagerie pour rediriger leurs messages vers un dossier séparé que je n'aurais pas à voir. Pour la première fois de ma vie, je leur coupais la possibilité de me manipuler et de me faire pression. Le sentiment de soulagement a été immédiat et puissant. Pendant 35 ans, j'avais été constamment accessible à leurs exigences et à leur culpabilisation. Le simple fait de me déconnecter m'a donné l'impression d'enlever des chaînes dont je n'avais pas pleinement conscience. Cette nuit-là, alors que j'étais assise sur ma terrasse à regarder le coucher du soleil sur le lac, j'ai réalisé que j'étais à un tournant. Je pouvais continuer le schéma de toute ma vie, en finissant par céder pour maintenir la paix, ou je pouvais enfin tenir bon, protégeant ce pourquoi j'avais si durement travaillé. Le choix était clair. Demain, je les affronterai une dernière fois, et tout changerait. Le matin après avoir bloqué ma famille, je me suis réveillé pour trouver 17 appels manqués de divers parents sur ma ligne fixe, que j'avais oublié de débrancher.
Il y avait aussi 3 courriels de mon père avec des objets de plus en plus menaçants, nous devons parler, puis, arrête d'agir comme une enfant, et enfin, c'est ton dernier avertissement. Je les ai tous transférés à mon avocate sans lire le contenu. Elle m'a appelé dans l'heure. Ces courriels contiennent un langage préoccupant, a-t-elle expliqué. Votre père menace de venir chez vous avec un camion de déménagement ce week-end, sans tenir compte de vos souhaits, affirmant qu'en tant que parent, il a le droit de prendre des décisions concernant votre propriété si vous agissez de manière irrationnelle. Il n'a aucun droit légal de faire ça, ai-je dit, néanmoins alarmé. Absolument aucun, a-t-elle confirmé. Mais étant donné ces déclarations, je recommande que nous prenions des précautions supplémentaires. J'ai rédigé une demande d'injonction d'éloignement basée sur les entrées non autorisées et ses menaces. Nous pouvons la déposer aujourd'hui si vous êtes d'accord pour procéder. J'ai hésité très brièvement. Une injonction d'éloignement contre mes propres parents et ma sœur semblait extrême, mais leur comportement avait largement dépassé le désaccord familial normal pour devenir quelque chose de potentiellement dangereux. Faites-le, ai-je décidé. Et pouvons-nous également envoyer une lettre formelle à l'école pour clarifier que je n'ai pas autorisé l'inscription de ma nièce? C'est déjà fait, m'a-t-elle assuré. J'ai également préparé une déclaration pour votre association de propriétaires et le service de police local expliquant la situation au cas où votre famille tenterait d'accéder en prétendant y vivre. J'ai passé le reste de la journée à mettre en place des mesures de sécurité supplémentaires. J'ai installé une sonnette vidéo, ajouté des lumières à détecteur de mouvement autour de la propriété, et programmé le système de sécurité pour m'alerter immédiatement de toute activité. J'ai également parlé avec mes voisins les plus proches, expliquant brièvement que les membres de ma famille n'étaient pas autorisés à accéder à ma maison malgré ce qu'ils pourraient prétendre. Au moment où je terminais ces préparatifs, ma ligne fixe a de nouveau sonné. M'attendant à un autre parent, j'ai failli ne pas répondre, mais en vérifiant l'identification de l'appelant, j'ai été surprise de voir le numéro de portable de Jacques. Brianna, c'est Jacques. J'appelle depuis une cabine téléphonique de station-service parce que je ne voulais pas qu'Amanda sache que je te contactais. Sa voix semblait tendue, et j'ai ressenti une pointe de sympathie malgré tout. Que veux-tu, Jacques? Je veux m'excuser, a-t-il dit, les mots sortant rapidement comme s'il craignait de perdre son courage. Ce qu'ils font, ce que nous avons essayé de faire, c'est mal. Je savais que c'était mal depuis le début, mais je me suis laissé entraîner à cause de notre situation financière. Je suis restée silencieuse, attendant qu'il continue. Tes parents ont rempli la tête d'Amanda avec cette idée que ton succès est en quelque sorte injuste, que les ressources familiales devraient être distribuées équitablement, peu importe qui les a gagnées. Quand j'ai perdu mon emploi, ils l'ont convaincu que ce plan était parfaitement logique. Il a fait une pause. J'aurais dû leur tenir tête plus tôt. Je suis désolé. J'apprécie les excuses, ai-je dit prudemment, mais ça ne change pas ce qui s'est passé. Je sais, a-t-il répondu. Je n'appelle pas pour te demander de reconsidérer. J'appelle pour te prévenir. Il prévoit de se présenter chez toi demain après-midi. Ton père a convaincu Amanda que s'ils arrivent simplement avec toutes leurs affaires et refusent de partir, tu finiras par céder plutôt que d'appeler les autorités sur ta propre famille. Ils ont tort, ai-je dit fermement. Je le sais aussi, Jacques. C'est pour ça que j'appelle. J'ai convaincu Amanda que nous devrions te rencontrer une dernière fois avant de prendre une mesure aussi drastique. Je lui ai dit qu'une conversation calme pourrait résoudre les choses. La vérité, c'est que j'espère que tu pourras faire comprendre à tout le monde que cela n'arrivera pas afin que nous puissions commencer à faire des plans réalistes. J'ai considéré sa demande. Une confrontation finale pourrait être exactement ce qu'il fallait, une chance d'établir mes limites une bonne fois pour toutes. D'accord. Mais nous nous retrouvons au café en ville, pas chez moi. Et je veux que tu viennes seul d'abord, 15 minutes avant l'arrivée des autres. D'accord, a accepté Jacques immédiatement. Et Brianna? Pour ce que ça vaut, j'ai toujours respecté la façon dont tu as travaillé dur pour tout ce que tu as. Je n'ai jamais pensé que tu nous devais quoi que ce soit. Le lendemain, je suis arrivé au café 20 minutes en avance, choisissant une table dans le coin arrière où nous pourrions avoir un peu d'intimité tout en étant dans un lieu public. Mon avocate m'avait conseillé d'enregistrer la conversation et m'avait coaché sur ce qu'il fallait dire exactement pour que ma position soit juridiquement claire. Jacques est arrivé pile à l'heure, l'air fatigué et stressé. Ils sont en route, a-t-il confirmé en s'asseyant en face de moi. Amanda pense toujours que c'est une négociation plutôt qu'une réponse finale.
Et toi, ai-je demandé directement. Qu'est-ce que tu penses que c'est? Il a soutenu mon regard. Je pense que c'est toi qui protèges légitimement ta propriété de personnes qui n'y ont aucun droit. Et je pense que c'est un électrochoc dont ma famille et moi avons besoin pour prendre la responsabilité de notre propre situation. J'ai hoché la tête, surprise et quelque peu soulagé par sa clarté. Pourquoi ce changement d'avis? Voir comment ils ont géré cela m'a fait voir certains schémas que j'ignorais depuis des années, a-t-il admis. Le sentiment de droit, la manipulation, le refus de respecter les limites. Je ne veux pas que mes filles grandissent en pensant que c'est normal. Avant que je puisse répondre, la cloche au-dessus de la porte du café a tinté. Mes parents sont entrés les premiers, l'air sombre mais déterminé. Amanda a suivi, son expression passant de l'espoir à la méfiance quand elle m'a vu assise avec Jacques. Tu lui as dit notre plan, a-t-elle sifflé en s'approchant de la table. Il n'y a pas de plan, Amanda, a répondu Jacques fermement. C'est le but de cette réunion. S'assurer que tout le monde comprend qu'il n'y a aucun plan qui implique d'emménager dans la maison de Brianna. Mes parents se sont assis sans y être invités. Mon père s'est immédiatement lancé dans ce qui ressemblait à un discours préparé. Brianna, nous avons été patients avec ta réaction émotionnelle, mais il est temps d'être raisonnable. La famille de ta sœur a besoin d'un environnement familial stable. Tu as de l'espace en trop. La solution est évidente pour tout le monde sauf pour toi. Ce n'est pas comme ça que fonctionne la propriété, ai-je répondu calmement. Ma maison n'est pas une ressource communautaire que la famille peut allouer comme bon vous semble. Ne sois pas si légaliste, a interjeté ma mère. Nous parlons de famille ici, pas d'une transaction commerciale. En fait, la propriété est précisément une question juridique, ai-je contré. Et comme vous avez tous refusé de respecter mes limites clairement énoncées, j'ai dû prendre des mesures juridiques pour protéger ma maison. J'ai sorti une enveloppe de mon sac et l'ai posée sur la table. Ceci contient des copies de l'injonction d'éloignement qui a été accordée ce matin, vous interdisant à tous de vous approcher à moins de 30 mètres de ma propriété. Elle comprend également la documentation des entrées non autorisées que vous avez faites chez moi et les fausses déclarations que vous avez faites sur le fait d'y vivre. Le choc sur leur visage aurait été satisfaisant si toute la situation n'était pas si douloureuse. Le visage de mon père a rougi de colère. Tu as obtenu une injonction d'éloignement contre ta propre famille. As-tu complètement perdu la tête? Non, j'ai enfin trouvé ma voie, ai-je répondu avec assurance. Toute ma vie, vous avez traité mes biens, mon espace et mes limites comme moins importants que les désirs d'Amanda. Cela se termine aujourd'hui. C'est cruel, s'est exclamé Amanda, les larmes aux yeux. Et mes enfants? Où sommes-nous censés aller? C'est un problème que vous avez créé en quittant votre appartement avant de trouver un nouveau logement, ai-je souligné. En tant qu'adulte, vous devez trouver votre propre solution qui n'implique pas de prendre possession de la maison de quelqu'un d'autre. Je ne peux pas croire que tu fais ça à ta propre sœur, a dit ma mère, sa voix dégoulinant de désapprobation. Après tout ce que nous avons fait pour toi. Qu'avez-vous fait exactement pour moi, ai-je demandé, ma voix calme mais ferme. Vous n'avez pas payé pour mon éducation. Vous n'avez pas aidé pour ma carrière. Vous n'avez pas contribué à ma maison. Ce que vous avez fait, c'est violer à plusieurs reprises mes limites, entrer dans ma maison sans permission, et essayer de réclamer ma propriété comme la vôtre. Tu es en train de déchirer cette famille, a déclaré mon père, regardant de manière dramatique autour de lui pour voir si d'autres clients observaient notre confrontation. Non, c'est votre sentiment de droit qui endommage notre relation, l'ai-je corrigé. Vous m'avez élevé en me faisant croire que ma seule valeur résidait dans ce que je pouvais donner aux autres, en particulier à Amanda. Vous m'avez appris que mes limites n'avaient pas d'importance, que mes réalisations étaient moins importantes que ses besoins. Ce n'est pas de l'amour, c'est de l'exploitation. J'ai pris une profonde inspiration avant de continuer. J'ai travaillé dur pour mon succès. J'ai financé mes études universitaires en cumulant plusieurs emplois. J'ai bâti mon entreprise à partir de rien. J'ai économisé pendant des années pour m'offrir ma maison. J'ai fait tout cela sans le soutien d'aucun d'entre vous. Le fait que vous vous sentiez maintenant en droit de réclamer les fruits de mon travail montre un profond manque de respect pour moi en tant que personne. Le silence s'est fait à la table. Jacques hochait légèrement la tête tandis que mes parents et Amanda semblaient abasourdis. Je ne leur avais jamais parlé de cette manière auparavant. Voici ce qui va se passer, ai-je poursuivi. Vous respecterez l'injonction d'éloignement. Vous cesserez de dire aux gens que vous emménagez dans ma maison.
Vous corrigerez les fausses informations que vous avez répandues auprès de notre famille élargie. Et vous commencerez à me traiter avec le même respect que vous accorderiez à n'importe quel autre adulte. Et si nous ne le faisons pas, à défier mon père, bien que sa voix manquât de son assurance habituelle. Alors nous n'aurons pas de relation, ai-je déclaré simplement. Je ne me soumettrai pas à des gens qui ne respectent pas mes limites, même s'ils sont de ma famille. Tu couperais les ponts avec ta propre famille, a haleté ma mère. Pour une maison? Il ne s'agit pas de la maison, ai-je expliqué patiemment. Il s'agit de respect. Il s'agit de reconnaître que je suis une adulte autonome dont les décisions concernant sa propre propriété comptent. Il s'agit de reconnaître que ce pourquoi j'ai travaillé m'appartient, pas au collectif familial. Jacques a finalement pris la parole. Elle a raison. Ce que nous avons essayé de faire était mal. Nous devons trouver notre propre solution de logement et arrêter d'attendre que Brianna résolve nos problèmes. Amanda s'est tournée vers lui, la trahison se lisant sur son visage. Tu prends son parti maintenant? Après tout ce que nous avons traversé? Je prends le parti de ce qui est juste, a répondu Jacques tranquillement. Et au fond de toi, tu sais que ce n'est pas juste. On ne peut pas simplement réclamer la maison de quelqu'un d'autre parce qu'on la veut. Mon père s'est levé brusquement. Cette conversation est terminée. Viens, Alice, a-t-il dit à ma mère. Notre fille a fait son choix. Oui, je l'ai fait, ai-je convenu. J'ai choisi le respect de soi. J'ai choisi les limites. J'ai choisi de m'estimer suffisamment pour dire non à des exigences déraisonnables. Alors que mes parents sortaient, Amanda est restée assise, des larmes coulant sur son visage. Où sommes-nous censés aller, a-t-elle demandé à nouveau, mais la colère due au sentiment de droit avait été remplacée par une inquiétude sincère. J'ai ressenti une pointe de compassion malgré tout. Je suis prête à t'aider à trouver une solution qui n'implique pas ma maison, ai-je offert. Je peux te prêter de l'argent pour une caution sur un nouvel appartement. Je peux mettre Jacques en contact avec des personnes qui pourraient avoir des offres d'emploi. Mais je ne te donnerai pas ma maison. Amanda m'a regardé pendant un long moment, puis a légèrement hoché la tête. Ce n'était pas encore de l'acceptation, mais c'était le début de la compréhension que mes limites étaient réelles et seraient appliquées. Alors qu'il quittait le café, je suis resté seul à la table, digérant ce qui venait de se passer. Pour la première fois de ma vie, j'avais tenu bon face à la manipulation et au sentiment de droit de ma famille. L'injonction d'éloignement et les mesures légales étaient extrêmes, mais elles étaient devenues nécessaires en raison du refus de ma famille de respecter les limites normales. Je ne savais pas à quoi ressemblerait notre relation à l'avenir, ni même si nous en aurions une, mais je savais avec une certitude absolue que j'avais fait ce qu'il fallait en protégeant ma maison et mes limites. Quoi qu'il advienne, je l'affronterai avec la même détermination qui m'avait amené jusqu'ici. Les jours qui ont suivi la confrontation au café ont été remplis d'un étrange mélange d'émotions, le soulagement d'avoir enfin tenu bon, la culpabilité pour la douleur que j'avais causée, le doute sur ma sévérité, mais aussi un immense sentiment de liberté. Pour la première fois de ma vie, j'avais donné la priorité à mes propres limites plutôt qu'aux exigences de ma famille. Et bien que les conséquences aient été difficiles, cela semblait nécessaire et attendu depuis longtemps. Mon téléphone est resté heureusement silencieux maintenant que j'avais bloqué les membres de ma famille immédiate. Cependant, la famille élargie a poursuivi sa campagne. Tante Suzanne a laissé un message vocal me traitant de « sans cœur ». Oncle Robert a envoyé un courriel suggérant que j'avais besoin d'une « aide professionnelle » pour mes « tendances égoïstes ». La cousine Jennifer a publié des commentaires vagues mais ciblés sur les réseaux sociaux à propos des « traîtres de la famille » qui m'étaient clairement destinés. J'ai partagé ces messages avec ma thérapeute, le docteur Marshall, qui a validé ma décision de maintenir mes limites. Ils vivent ce que nous appelons une explosion d'extinction, a-t-elle expliqué lors de notre séance. Lorsqu'un schéma de comportement qui fonctionnait auparavant cesse soudainement de fonctionner, les gens intensifient souvent considérablement leur comportement avant d'accepter la nouvelle réalité. Votre famille a réussi à vous faire céder tout au long de votre vie, et ils ont du mal à accepter que ces tactiques ne fonctionnent plus. Est-ce que ce sera toujours aussi difficile, ai-je demandé, épuisé par le poids émotionnel. Non, m'a-t-elle assuré. Une fois qu'ils comprendront que vos limites sont fermes, la plupart des gens finissent par ajuster leur comportement. Ceux qui ne peuvent pas s'adapter devront peut-être jouer un rôle plus limité dans votre vie. Mes amis m'ont fourni un autre système de soutien crucial pendant cette période. Lily venait régulièrement, apportant le dîner et écoutant mes doutes et mes peurs. Mon collègue Marcus,
qui avait géré ses propres dynamiques familiales compliquées, m'a offert des conseils pratiques sur l'établissement de limites saines. Ma voisine Diana, qui avait assisté à une partie de la confrontation, a apporté des biscuits et un mot de soutien sincère. Tu n'es pas seule dans cette épreuve, m'a rappelé Lily un soir alors que nous étions assises sur ma terrasse à regarder le coucher du soleil. Créer une famille choisie de personnes qui vous respectent et vous soutiennent est tout aussi valable et important que de maintenir des liens avec des parents par le sang qui ne le font pas. 3 semaines après la confrontation, j'ai reçu un texto inattendu du numéro de Jacques. Amanda et moi avons trouvé un appartement. Nous emménageons la semaine prochaine. Je veux te remercier d'avoir tenu bon. Cela nous a forcés à trouver notre propre solution au lieu d'attendre que d'autres résolvent nos problèmes. Cette petite reconnaissance signifiait plus que ce à quoi je m'attendais. Au moins quelqu'un dans ma famille comprenait ce que j'avais essayé d'établir. 1 mois plus tard, j'ai reçu une lettre officielle de mes parents. Je me suis préparé à d'autres accusations ou à des tactiques manipulatrices, mais j'ai trouvé quelque chose de surprenant, des excuses maladroites mais apparemment sincères. Après réflexion, avait écrit mon père dans son style formel et guindé, nous reconnaissons que notre approche concernant votre maison était inappropriée. Bien que nous croyions toujours que la famille doit se soutenir mutuellement, nous reconnaissons qu'un tel soutien doit être librement donné, et non exigé ou présumé. Ce n'était pas une reconnaissance complète du schéma plus profond de manque de respect, mais c'était plus que ce à quoi je m'attendais. La lettre se terminait par une demande, de se rencontrer pour déjeuner dans un lieu neutre de votre choix pour discuter de la reconstruction de notre relation. J'ai partagé la lettre avec le docteur Marshall, qui m'a conseillé de procéder avec prudence. C'est un pas positif, mais des excuses ne suffisent pas à effacer une vie de violation de limites. Si vous choisissez de les rencontrer, maintenez des attentes claires sur ce que vous attendez d'eux à l'avenir. Après mûre réflexion, j'ai accepté de déjeuner dans un restaurant en ville. La rencontre a été tendue mais civile. Mes parents faisaient clairement un effort pour respecter ma décision concernant la maison, bien qu'ils retombent occasionnellement dans leurs anciens schémas en suggérant que j'étais trop sensible à propos de toute la situation. J'ai besoin que vous compreniez quelque chose de fondamental, leur ai-je dit alors que nous terminions notre repas. Mon succès n'est pas une ressource familiale. Ma maison n'est pas une propriété communautaire. Mes limites ne sont pas sujettes à débat. Si nous voulons avoir une relation à l'avenir, ces faits doivent être non négociables. Ils ont échangé des regards avant que ma mère ne hoche la tête. Nous essayons de comprendre, Brianna. C'est un ajustement pour nous. Nous avons toujours considéré la famille comme une unité où chacun contribue comme il le peut. Je suis heureuse de contribuer au bien-être de la famille, ai-je clarifié. Mais cette contribution doit être mon choix, pas quelque chose de présumé ou d'exigé. Et elle ne peut pas se faire au détriment de ma propre sécurité ou de ma tranquillité d'esprit. Nous sommes partis avec un accord provisoire pour commencer à reconstruire notre relation par de courtes réunions publiques 1 fois par mois. Ce n'était pas parfait, mais c'était un début. Ma relation avec Amanda a mis plus de temps à se rétablir. 6 mois après la confrontation, elle m'a finalement contacté par un bref courriel. Jacques a trouvé un bon poste dans une nouvelle entreprise. Nous sommes installés dans notre appartement. Tu manques aux filles. J'ai répondu avec la même brièveté, suggérant que nous nous retrouvions pour une glace avec les filles un de ces jours. Sa réponse est venue étonnamment vite. Oui, j'aimerais bien. Et Brianna, je suis désolé pour l'histoire de la maison au bord du lac. J'avais tort. Cette simple reconnaissance a ouvert la porte à une réconciliation prudente. Notre première rencontre a été maladroite, Amanda luttant clairement entre son sentiment de droit persistant et sa nouvelle compréhension que mes limites étaient fermes. Mais revoir mes nièces, entendre parler de leurs aventures scolaires et les regarder rire m'a rappelé ce que j'avais espéré préserver dans ces relations. Au cours de l'année suivante, la dynamique de ma famille a changé progressivement mais de manière significative. L'injonction d'éloignement a finalement expiré et je ne l'ai pas renouvelée, car elle avait rempli son objectif. Mes parents ont commencé à demander la permission avant de venir, un changement petit mais significatif. Amanda a cessé de faire des commentaires sur ma grande maison vide et a plutôt exprimé un intérêt sincère pour mes réussites professionnelles. Jacques, étonnamment, est devenu une sorte d'allié pour maintenir ses nouvelles limites. J'ai travaillé avec Amanda pour qu'elle comprenne la différence entre demander de l'aide et s'y attendre, m'a-t-il confié lors d'une visite. Nous progressons. Les filles apprennent aussi à respecter la propriété des autres et à ne pas présumer que tout est automatiquement partagé. Les changements les plus profonds, cependant, se sont produits en moi.
Tenir bon face aux attentes de ma famille a eu des répercussions dans d'autres domaines de ma vie. Je suis devenu plus confiante dans les négociations commerciales, plus à l'aise pour exprimer mes besoins dans mes amitiés, plus habile à identifier les signes avant-coureurs de violation de limites. Ma maison au bord du lac, autrefois souillée par la confrontation familiale, a progressivement retrouvé son statut de sanctuaire. J'ai commencé à y organiser de petites réunions d'amis, partageant mon endroit spécial avec des personnes qui respectaient et appréciaient à la fois la propriété et le travail qu'il avait fallu pour l'acquérir. J'ai même invité mes nièces pour des visites occasionnelles le week-end, leur apprenant à pêcher depuis mon quai et à griller des guimauves au coin du feu. Un soir, alors que j'étais assise seule sur ma terrasse, regardant les étoiles se refléter sur l'eau calme, j'ai réalisé le chemin que j'avais parcouru. La culpabilité qui m'avait initialement tourmenté après avoir établi des limites avec ma famille s'était transformée en une certitude tranquille que j'avais fait ce qu'il fallait, non seulement pour moi, mais pour nous tous. En refusant d'encourager leur sentiment de droit, j'avais créé la possibilité de relations plus saines basées sur le respect mutuel plutôt que sur l'obligation et le ressentiment. Le chemin n'avait pas été facile, et la dynamique de notre famille nécessiterait probablement toujours une attention et un entretien conscient. Mais j'avais découvert quelque chose d'essentiel, dire « non » ne vous rend pas cruel. Établir des limites ne vous rend pas égoïste. Et se défendre ne signifie pas que vous n'aimez pas votre famille. Parfois, c'est la chose la plus aimante que vous puissiez faire, non seulement pour vous-même, mais pour toutes les personnes impliquées. En réfléchissant à ce parcours, je me demande combien d'entre vous ont été confrontés à des situations similaires avec les attentes et les limites familiales. Avez-vous déjà dû tenir bon lorsque des êtres chers ont dépassé votre zone de confort? Dites-le moi dans les commentaires ci-dessous. Et si cette histoire a résonné en vous, veuillez cliquer sur le bouton j'aime, vous abonner pour entendre d'autres expériences de la vie réelle, et partager avec quelqu'un qui pourrait avoir besoin d'entendre qu'il est acceptable de protéger ce pourquoi il a travaillé dur. Merci d'avoir écouté mon histoire. Et rappelez-vous, vos limites méritent d'être respectées, et vous méritez la paix qui vient en affirmant fermement votre propre valeur.